Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième session sur les third parties. On avait une première session hier plus dédiée aux équipes métiers, e-commerce, marketing. Et aujourd'hui, c'est dédié plutôt tech. Je vous propose qu'on attende quelques minutes afin de laisser encore quelques participants arriver. Et puis, Stéphane démarrera sa présentation. Donc, Stéphane Rios, le CEO de Fasterize, que certains d'entre vous connaissez peut-être déjà. C'est moi, oui. Bonjour, bonjour à tous. Attends, il faut que je désactive le son des notifications. Si vous avez des questions, vous avez un petit onglet juste à côté du chat pour poser directement vos questions. Ça nous permettra à la fin de les sélectionner. On va répondre à toutes les questions dans la mesure du possible, mais je vous invite à les écrire donc, dans l'onglet dédié pour qu'on puisse les retrouver à la fin et y répondre en live avec Stéphane. Pour ceux qui étaient, parce que je vois quelques-uns qui étaient là hier, vous allez forcément voir des choses que j'ai déjà dites hier, des morceaux de présentation, mais il y a quand même des choses beaucoup plus techniques en milieu de webinar sur les impacts et sur l'implémentation. Je propose qu'on attende jusqu'à 33 et qu'on démarre à 33. Ça te va, Stéphane? À 33 piles, ok, c'est parti. Donc, est-ce que je fais est-ce que je meuble encore comme hier sur mon tableau ou pas? Tu peux essayer, peut-être que certaines personnes se souviennent Alors, du peintre. qui est le peintre qui a peint ce tableau? Allez, celui qui trouve gagne un iPad en carton. En carton. Bon, personne n'a trouvé. Voilà, il pas dans carton, ça marche pas. Ça a pas motivé les foules. On attend encore une petite minute. Donc, le peintre s'appelle. Attends, je n'ai pas de réponse. Oui, on se souvient. Le peintre s'appelle Vetriano, pour ceux qui n'étaient pas là hier. Oh, Yann Bertrand, bonjour Yann. Enfin, bonjour à tout le monde en fait en vrai, mais que j'ai eu au téléphone hier. Donc, je vous rappelle qu'il y a donc le petit onglet questions juste à côté du chat où vous pouvez laisser directement vos questions et on y répondra à la fin de la présentation de Stéphane. Et voilà, c'est 33, c'est le moment de commencer. Donc, je Allez, vous c'est laisse. parti. Attends, il faut que je partage mon écran, on vérifie que tout fonctionne et après tu t'en vas seulement. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, tu vois mon écran. Ok, c'est tout bon. C'est parti. Eh ben Tu as allez, pu couper tes notifications, c'est bon? j'ai coupé les notifications, je ne serai plus embêté. Yann va ne pas m'appeler pendant le webinaire, donc tout va bien. C'est parti, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à tous. Merci d'être venus à ce webinaire. Donc, je vais parler de third parties, d'impact des third parties sur la web perf. C'est la deuxième partie d'un webinaire en deux parties. La première partie était plus orientée métier. Cette partie-là sera un poil plus orientée technique. Ça repose sur le travail qu'on fait depuis des années sur l'analyse de la perf de plein de sites et qui va donner lieu à un livre blanc sur les third parties qui vient d'être terminé, qui est déjà en cours d'envoi à ceux qui l'ont demandé sur LinkedIn.
Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Une rapide présentation de Fastorize, savoir ce que c'est que, se mettre d'accord sur ce que c'est que les third parties, parce que des fois on pense que on ne voit pas toutes les third parties. Un mot sur les résultats globaux de l'étude et qui vont montrer que c'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Ensuite, comment mesurer les impacts, avec quels outils, les outils de monitoring, les outils de diagnostic, les lighthouse, etc. Et puis surtout quelques recettes pour aider le métier à dompter les third parties. J'aime bien ce terme, dompter. Alors déjà, si vous êtes là, c'est bien, c'est que vous vous souciez de la vitesse de votre site. Et c'est bien parce que les utilisateurs aussi, les internautes aussi se soucient de la vitesse de votre site. On connaît presque tous maintenant cette stat qui dit que plus de la moitié des utilisateurs sur mobile n'attendent pas 3 secondes le contenu avant de partir. Donc vous avez un vrai enjeu de vitesse, d'affichage en tout cas, afficher le contenu le plus rapidement sur votre site. C'est même le critère numéro un parmi les attentes des internautes. Donc quand on fait des études, c'est loin devant le design du site par exemple. Donc c'est étonnant, mais vraiment la vitesse c'est le point le plus important de l'expérience utilisateur. Donc vous avez bien raison de vous intéresser à la vitesse, et moi, c'est pour ça que je m'y intéresse depuis toujours presque, on peut dire, déjà chez Rue du Commerce et maintenant chez Fastorize. Alors, Fastorize, ça a été créé il y a 9 ans maintenant. On a lancé un produit qui fait de l'accélération de site web en mode SaaS, un CDN nouvelle génération qu'on a lancé en 2014. On fait du front-end optimization dans le jargon, et c'est moi qui l'ai créé il y a 9 ans, et j'étais auparavant, pendant 10 ans, CTO de Rue du Commerce. On est partenaire du Journal du Net. On établit un classement sur 3 verticales des plus grands sites, de français en termes de web perf. On est très copains avec Google, puisque bien évidemment Google aime bien la vitesse des sites, et nous aussi. Et puis on est impliqué dans l'organisation de Wheel of Speed, qui est un événement sur la web perf, dédié à la web perf, un événement français qu'on a organisé 2 fois depuis, et puis qui devait avoir lieu en septembre cette année, qui a été reporté de quelques mois. On traite plus d'1 milliard de pages vues par mois, et si on rapporte ça au nombre de secondes qu'on fait gagner aux internautes de nos clients, ça représente 31 ans chaque mois. Donc on fait gagner du temps à tout le monde finalement. Je suis assez fier de dire qu'on est une référence de la web perf. On propose pas mal de contenu, on essaye de vulgariser. Ça fait 10 ans qu'on essaye de vulgariser la web perf, de la démocratiser. Donc on produit des livres blancs, on écrit pas mal dans le blog pour expliquer un peu les impacts de la web perf, ce que c'est que la web perf, etc. Et puis on sponsorise pas mal de choses, donc le JDN, des outils comme Yellow Lab Tools, ou bien les meet-up Web Perf Paris, ou bien les agents web page test publics sont hébergés chez nous. Et puis tout récemment, l'étude de l'impact des third parties qui était en train de sortir. Alors, on a des clients de toutes les tailles, de tous les secteurs. Ils sont pas tous là, mais voilà, l'idée c'est que si vous êtes un site de e-commerce ou un site institutionnel, globalement vous aurez vous avez toute votre place au sein des clients Fastorize. Donc c'est quoi rapidement? C'est une solution, c'est un CDN nouvelle génération, donc c'est une solution qui accélère l'affichage des sites web, qui est 100% compatible bien sûr avec tous les navigateurs et tous les devices, et qui fait des choses spécifiques par device.
et qui est compatible surtout avec toutes les plateformes ou tous les CMS ou tous les langages du marché et qui est drivé par des experts. Le principe, c'est le principe d'un proxy dans le cloud ou d'un CDN, c'est-à-dire qu'on va s'intercaler entre le client et l'origine, et puis on va optimiser tout le trafic en temps réel. On va optimiser et puis bien sûr cacher. Alors cacher, c'est la partie plus CDN, et puis l'optimisation, c'est vraiment le cœur du front-end optimization, où on va faire compression d'images, lazy loading, etc. On a un impact sur le SEO, je le rappelle parce que ces dernières semaines, Google a pas mal communiqué sur les Core Web Vitals et l'impact futur sur le SEO. On a déjà un impact aujourd'hui sur le SEO, et je pense que vous avez tous déjà vu ces courbes où quand on accélère un site, quand on améliore les temps de réponse pour Googlebot, on voit le nombre de pages crawlées qui explose. Alors, au sujet des Core Web Vitals, sachez que on organise un webinar la semaine prochaine sur ce sujet-là et sur l'impact sur le SEO avec notre partenaire Clustar. Je crois que c'est la semaine prochaine, même heure, ça doit être jeudi même heure. On fait pas que ça, on fait aussi, on a une activité d'audit et d'accompagnement. Donc l'audit, et qui n'est pas exclusif de la partie SaaS, c'est-à-dire qu'on a des clients qui ont branché la solution mais qui veulent aller encore plus loin, qui ont besoin d'audit et d'accompagnement. Et là, l'audit, faut vraiment voir ça comme le passage au rayon X de votre site sur les principales pages, sur les principaux scénarios de chargement de votre site. On va tout analyser, y compris même des fois le fonctionnel, et puis on va vous faire des recommandations ciblées. On produit en général entre 60 et 70 slides qu'on vous présente en 2 fois 2 heures. On peut faire des présentations plus orientées techniques ou plus orientées métier, histoire que le message passe dans vos organisations. Donc ça ne correspond pas à un audit qui serait fait sur GTmetrix, où on dirait attention, il faut concaténer vos fichiers JS. Ça n'a absolument rien à voir. Une fois qu'on a fait un audit, souvent on accompagne aussi nos clients. On accompagne nos clients sur la durée, sur le sujet WebPerf. Il y a énormément de sujets. En général, on commence par définir le plan d'action suite à l'audit, en fonction de la liste de recommandations. Et puis, on essaye d'aider à mettre en place des pratiques de développement. On met en place surtout des outils de monitoring pour suivre la WebPerf, parce qu'on peut pas améliorer si on mesure pas. On construit des dashboards WebPerf, etc. On fait de la sensibilisation, bref, vraiment tout ce qui a trait à la culture WebPerf, à l'accompagnement WebPerf au sein des entreprises. Et comme exemple, on prend souvent Rue du Commerce, qu'on a accompagné quand on les a pris ces derniers du classement du GDN, et puis en un an, on est passé à la première place. Et puis on les a trustés, on a trusté cette première place pendant, je sais pas, il me semble 18 mois, 18 ou 24 mois. Ok, alors avant de commencer, j'aimerais faire un petit disclaimer, parce que on peut souvent râler contre les third parties, et donc moi j'aimerais dire que j'ai rien fondamentalement contre les third parties. Je connais beaucoup d'acteurs français du e-commerce qui sont classés comme third parties, et vraiment je voudrais dire que j'ai absolument rien contre eux. Je juge pas ce qu'ils font. Je pense même pas que ça soit intrinsèquement eux le problème. Je pense vraiment que c'est à nous de les utiliser à bon escient. Donc faut pas vous méprendre, hein. Je suis pas là pour le message, ça va pas être de vous dire supprimer les third parties, le problème est réglé. Donc ces third parties, ils sont importants pour le fonctionnement du site, et donc il vaut mieux les optimiser ces third parties plutôt que de tout les supprimer. Voilà, c'est dit. D'abord, c'est quoi un third party? Un third party, c'est un élément qui est hébergé sur une origine partagée publique, donc un autre domaine qui est largement utilisé par une grande variété de sites. Donc, imaginez Google Analytics, qui est que vous posez sur votre site. Il est utilisé par des millions et des millions de sites, et surtout qui ne sont pas maîtrisés par les propriétaires du site. Et
Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire que c'est un comportement, ça peut avoir un comportement qu'on ne peut pas prévoir, et ça peut changer sans que vous le cherchiez vous-même. On peut classer les sort parties dans, en tout cas moi je les classe dans deux fonctions, deux classes. Les sort parties que j'appelle invisibles, où on n'a pas conscience qu'on utilise des sort parties. Et je parle des fontes hébergées sur des serveurs de fontes, les fontes Google API, les librairies JS, des vidéos YouTube, où finalement on a l'impression que c'est du contenu qui est presque pas du third party, en tout cas qui est naturel avec le site. Et puis il y a les third parties un peu plus réels entre guillemets, donc ce qu'on connaît tous, la pub, les analytics, les widgets pour faire du chat, les produits sponsorisés, les avis, etc. Et en fait, il se trouve que aujourd'hui, 95% des sites, selon des données qui viennent de HTTP Archive, 95% des sites utilisent aujourd'hui au moins un third parties. Donc on peut dire que le site web est composé de third parties et que quasiment tout le monde en utilise. Il y a même un site qui s'est créé qui s'appelle Third Party Web Today qui fait des stats à partir de HTTP Archive et qui fait des stats sur l'implémentation, sur quels sont les third parties qui sont utilisés. Donc là, on les voit répartis par catégorie et on voit bien ceux qu'on croise souvent sur le site, les Google Analytics, Facebook, etc. Et puis aussi ceux qui sont les plus coûteux en temps d'exécution. Alors, temps d'exécution, pas forcément blocage complet du navigateur, mais voilà, l'idée c'est que on puisse avoir une idée, une vue assez globale rapidement de qui peut être un mauvais élève. Et donc ça peut déjà vous servir à filtrer les third parties que vous allez mettre. Alors, comment on en est arrivé là sur ces 95%? Je peux vous dire que moi, quand j'étais CTO de Rue du Commerce, il n'y avait pas de tag management system et qu'on devait valider chaque third party qu'on allait ajouter sur le site. Mais heureusement, enfin, non, heureusement ou malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le cas parce que justement, il y a ces tag management system. Donc, c'est hyper simple à utiliser. Même quelqu'un qui ne sait pas coder peut utiliser un tag management system. Alors, faut faire un peu de copier-coller JavaScript, mais globalement, c'est à la portée de n'importe qui. Alors, moi, je fais un peu aussi mon mea culpa, c'est-à-dire que je pense que c'est un peu de notre faute à nous, les techs, collectivement. Je pense qu'on est un peu responsable de cette situation, après avoir vécu des cycles de dev et avoir été un point de blocage pour le métier. Si le métier devait attendre 3 semaines ou 3 mois pour implémenter un tag, eh ben, c'est normal que des acteurs se soient placés sur cette douleur et essayer de la résoudre. Et donc voilà, je pense qu'on est un peu responsable aussi de cette situation. Donc voilà, c'est clair, le marketing, le métier en général, a pris le pouvoir. Mais comme le dit Oncle Ben dans Spider-Man, en tout cas il le dit à Peter Parker, grand pouvoir égale grande responsabilité. Et je pense que beaucoup se sont laissés griser par l'autonomie que leur laissait la solution. Et juste parce qu'on éliminait l'intégration avec les équipes techniques, voilà, ils se sont dit ok, on peut faire un peu n'importe quoi. Mais ce qu'on verra, c'est que c'est vraiment aujourd'hui, il faut vraiment voir les third parties comme un sujet qui est entre les deux et qui connecte aux deux, qui doit impliquer le marketing et la technique. Donc là aussi, en tant que tech, on a une responsabilité collective, c'est-à-dire qu'on a mis ça dans les mains du métier. Maintenant, il faut essayer de replacer ça au centre et puis d'aller chercher le métier sur cette partie TMS et arrêter de se plaindre que le métier fait n'importe quoi. Ça illustre bien quand même un concept auquel je tiens. La web perf, c'est vraiment l'affaire de tous et pas que de l'IT, parce qu'un site, c'est le résultat
tout un tas de contributeurs. Voilà. Donc bien sûr, quand on est tech, on fait les templates et puis ce qui va générer les templates derrière le back-end. Et puis, mais derrière, il y a du contenu qui est rajouté. C'est du webmastering, c'est du merchandising, c'est des produits, des animations commerciales. Et puis derrière, on rajoute encore une couche de third parties pour d'autres fonctionnalités, du tracking, de la pub, etc. Et quand il y a un problème, en général, ça vient pas de l'un ou l'autre. Il n'y a pas que l'un ou l'autre qui est en cause. C'est vraiment quelque chose qui est partagé par tout le monde et tout le monde est finalement responsable et qui produit un site web. Alors, je sais que la tentation est grande quand on est de l'IT de se dire ok, voilà, moi j'ai fait un site rapide, mes templates sont super rapides, ma base de données répond super vite. Si j'enlevais les third parties, mon site il est bien noté par Lighthouse et voilà, et on n'a pas besoin de ces third parties. Donc virer les third parties, le problème est réglé. C'est pas une option, c'est pas une solution parce que désolé, mais on a besoin de ces third parties pour un certain nombre de fonctionnalités. Qu'est-ce que ça donne cette liberté de mettre des tags partout là, chez les e-commerçants français? Est-ce que tout le web français est lent, tout le web mondial est lent à cause de ça? Alors pour le savoir, on a fait une étude sur un panel de sites. On avait déjà fait cette étude en 2016. On a un article de blog, il me semble, qui parle de cette étude. Et donc, on a repris la même méthodologie, et c'est la même méthodologie qu'on utilise aussi pour le classement du JDN. Donc, on a testé 200 sites. On teste ça chaque jour on l'a fait pendant 9 mois. On a pris du mobile en 4G, puisque ça semble le plus représentatif aujourd'hui. On prend 3 pages, on fait les tests avec WebPage Test, on prend 3 pages, on fait 3 runs, on prend la médiane et on sort des résultats. On identifie les third parties avec Ghostery. Ça veut pas dire que on a je crois qu'on a une médiane ou une moyenne à 20 third parties en médiane. Ça veut pas dire 20 requêtes supplémentaires, ça veut dire on n'identifie pas les requêtes en elles-mêmes, mais vraiment les third parties, puisque les third parties peuvent générer 5, 10 requêtes supplémentaires par third party. Et puis, bien sûr, on mesure le time to interactive et le speed index qui sont utilisés pour le classement du JDN et qui sont des indicateurs assez haut niveau pour voir l'impact que peut avoir les third parties. En résumé, que dit cette étude? À peu près la même chose qu'il y a 4 ans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation forte entre nombre de third parties et performance. Alors, c'est assez embêtant, embêtant entre guillemets à lire et à dire. Mais voilà, on a regardé les chiffres et voilà, le nombre n'est pas un critère en soi. Ça veut dire que on peut avoir un site rapide tout en ayant beaucoup de third parties et inversement, c'est-à-dire on peut avoir un site lent en ayant peu de third parties. Donc c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de corrélation forte. Non. Vraiment, ce qui importe, c'est le type de third parties qu'on va implémenter. Donc certains ont plus ou moins d'impact, certains ont des implémentations qui sont respectueuses de la perf, et on voit bien quand ils font attention au poids du JavaScript, au temps de chargement, au temps de réponse, etc. Même dans leur discours, on voit leur maturité web perf. Et donc, c'est plutôt là-dessus qu'il faut faire le tri. Ce qui importe aussi, c'est la façon de les implémenter. Est-ce qu'on les met bloquant, pas bloquant, à quel moment on les charge, etc. Ce qu'on a repéré aussi, c'est que globalement, le poids du JS qui était embarqué avait un impact assez fort. Mais parce que le poids du JS, pas tellement le poids du JS, c'est le poids du JS exécuté. C'est-à-dire que qui dit beaucoup de JS dit probablement beaucoup de JS à exécuter, et donc du temps processeur qui est pris, particulièrement sur les mobiles qui sont de moyenne gamme. Et puis c'est tout bête, mais ce qui importe aussi, c'est les performances de départ du site. Performance de départ, ça veut dire performance sans third parties.
Et si vous avez un site qui est déjà lent sans que vous ayez rajouté quoi que ce soit ou en ayant que Google Analytics, espérez pas trop avoir un site rapide en rajoutant 1, 2, 3, 4, 5 acteurs fournisseurs de third party. Ça marchera pas. Donc la première des choses à faire, c'est d'avoir un site rapide. Je pense que c'est le premier truc qu'on pourra retenir pour la suite. Alors l'impact qui peut se faire sur l'affichage et sur l'interactivité. Mais juste déjà pour illustrer un peu ce que je disais là sur le nombre de third parties et puis les performances, j'ai pris juste, j'ai cliqué au hasard, non, j'ai pas cliqué au hasard, j'ai cherché un site dans la liste des tests qu'on faisait sur WebPage Test. J'ai pris Météo France et là on voit le waterfall à droite et ce waterfall il montre qu'il y a énormément de requêtes, il y en a 300, plus de 300. Et on voit bien que, allez, on va dire 80%, et ça, 87% des requêtes, c'est des sites parties. Il y a 50 domaines différents. Bref, on pourrait s'attendre à ce que les performances soient une catastrophe. Évidemment, ça retarde un peu le onload, ça retarde un peu la fin complète du chargement de la page, mais en termes d'expérience utilisateur, donc plutôt mesurer ce que mesure Lighthouse, on est sur des indicateurs qui sont pas mauvais. Donc des time to interactive, des first contentful paint, des speed index et du FID qui doit pas être mauvais. Enfin, non, maintenant c'est du total blocking time. Et donc on est capable d'avoir des bons scores de WebPerf avec malgré le fait qu'on ait 300 requêtes et puis je sais plus combien de third parties. Alors, rentrons maintenant dans le détail et sur les impacts concrètement sur votre site. Et donc, il faut essayer d'abord de quantifier ça, parce qu'on ne peut pas dire vous rajoutez des third parties, ça ralentit mon site. Il faut le mesurer. Et quand on parle de mesure, on parle de métriques. Donc, on parle de métriques WebPerf. Donc là, j'ai fait un petit film strip et puis j'ai placé les différentes métriques. Alors il y en a une quinzaine, il y en a plus de, elles sont pas toutes sur le graphique, mais pour expliquer un peu les moments clés du chargement de la page. Donc on va pas tous les étudier, mais sachez qu'il y a des métriques qui sont plus d'ordre technique. Donc on peut citer le time to first byte qui est le temps avant l'arrivée du premier octet au navigateur. On peut citer le nombre de requêtes, le poids des pages, le DOM content loaded, etc. Donc métriques techniques. Ensuite il y a des métriques plus expérience utilisateur, orienté affichage. Donc ça c'est tout ce qui est start render, FCP, LCP. Donc First Contentful Paint, Largest Contentful Paint, et bien sûr Speed Index, où là on va mesurer à quel moment le contenu il arrive, à quel moment le contenu intéressant arrive, et puis globalement comment ça se remplit au-dessus de la ligne de photo. Et puis parce qu'une page qui s'affiche vite, ça suffit pas. Faut aussi que l'utilisateur puisse interagir avec cette page. On a aussi des métriques d'interactivité, et donc où on va mesurer quand est-ce on peut cliquer sans être sereinement, quand est-ce qu'on peut cliquer sereinement sans avoir une chance d'être bloqué, c'est plutôt le time to interactive, ou bien combien de temps ça va mettre avant de répondre. Et là on est plutôt sur le first input delay, donc j'ai cliqué, il va se passer quelque chose si le navigateur est pas trop occupé. En fait, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les third parties, comme n'importe quel contenu, ils ont un impact quasiment sur toutes ces métriques. Pas sur le time to first byte, parce que ça, c'est vous qui êtes responsable de servir la page, mais voilà, en tout cas, tout le reste, ça peut avoir un impact. Alors, l'exemple le plus simple, c'est avec les tests AB, par exemple, quand on met un tag de test AB en synchrone sur sa page, voilà, le start render ou le first paint, en général, toute le morceau page blanche de ce film strip est retardé. On peut avoir aussi d'autres impacts sur le speed index, des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Je pense à des recoproduits, par exemple. J'ai souvent vu ça dans les listes produits, des listes produits qui arrivent très vite, et puis on fait appel à un third party pour afficher des recoproduits.
on colle ces recos produits au-dessus de la liste de produits initiale, tout se décale, et bien sûr ça a un impact sur le speed index et maintenant ça a un impact sur une métrique qui est importante, qui va être importante pour Google, qui est le cumulative layout shift. Donc il faut dans ces métriques-là, il y en a quelques-unes qui sont un peu nouvelles, un peu importantes. C'est tout ce qui est Core Web Vitals. Non, c'est pas FID, c'est TBT. Je me suis vautré. Et donc, voilà, sachez que finalement, c'est pas que le time to first byte qui va avoir un impact sur votre ranking. C'est aussi des métriques UX qui vont avoir un impact sur votre SEO. Et donc, il va falloir aussi traiter le cas des third parties pour être bien classé. Commençons par l'impact le plus visible et le plus violent. Je suis pas sûr que tout le monde soit au fait de ça, mais sachez que un sort parties, comme vous maîtrisez pas non plus sa disponibilité, et ça peut devenir un single point of failure, c'est-à-dire que si lui est pas dispo, hop, vous n'avez plus de site. Et croyez-moi, un internaute, il fait pas la différence entre l'indisponibilité de votre site ou bien une défaillance de votre fournisseur. Il ira tout simplement voir ailleurs. Et là, vraiment, c'est violent. Hein. C'est-à-dire que le navigateur, s'il n'a pas, je sais pas, votre fournisseur de test AB répond pas, et il va pendant 30 secondes attendre que ça réponde parce que c'est bloquant et puis fournira le contenu au bout de 30 secondes. On peut dire qu'au bout de 30 secondes, il n'y a déjà plus personne depuis bien longtemps. Donc voilà, donc vraiment ça c'est l'exemple le plus classique auquel on s'expose et c'est dès qu'on a un script SRC tout court, ben voilà, on s'expose à ce truc-là, à ce truc de SPOF. Donc ça c'est quand il y a vraiment un problème, mais le plus classique en fait c'est si on prend vers la gauche ce film strip, le plus classique, c'est l'impact classique, c'est le test AB, hein, c'est-à-dire qu'on met des tests AB pour faire beaucoup de choses aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps, et en fait, ils sont chargés en synchrone, parce qu'ils vont modifier le DOM, et du coup, on a cet effet un peu page blanche qui va retarder un peu le start render. Et là encore, je pense qu'on peut se poser collectivement la question de notre responsabilité sur le fait que ces tests AB ont dépassé leur fonction première de test AB et servent quasiment d'outils de développement front aujourd'hui pour les équipes marketing. Ça leur permet de livrer des fonctionnalités tout simplement plus rapidement. Alors, qu'est-ce qui bloque dans ces third parties? Les third parties, bien souvent, c'est du JavaScript. Et donc, qui dit JavaScript dit des façons de charger le JavaScript qui sont différentes. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu si vous êtes familier avec ce genre de choses. Comprenez bien, il faut bien comprendre ce que fait un JavaScript, comment on le charge. Donc, la façon la plus courante de charger du JavaScript, c'est d'utiliser la balise script et script SRC. Et puis, voilà, c'est peut-être la pire façon de l'utiliser quand on n'a pas la main dessus, puisque ça va bloquer le parsing HTML et ça va pendant le chargement et pendant l'exécution du JavaScript. Donc c'est pour ça qu'on utilise en principe, on utilise deux autres balises qui sont plutôt A5 ou differ. A5 ne va pas bloquer le parsing HTML, va pas bloquer le navigateur pendant son chargement, mais une fois qu'il a fini de charger, pendant l'exécution, le navigateur s'arrête parce que potentiellement ce script va modifier du contenu. Et puis la version differ qui est peut-être la plus intéressante en termes de perf, c'est on découvre le script à charger, on le charge, on bloque pas, mais on va l'exécuter à la toute fin. Et ça, c'est quand même très pratique. En plus, ça conserve l'ordre, alors que le A5 ne conserve pas l'ordre. Bref, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'utiliser du differ. Alors, le message qu'on vous donne souvent, c'est que l'asynchrone est non bloquant. Alors, on vous dit, ah ouais, non, mais vous inquiétez pas, mon tag, il est asynchrone, donc ne vous inquiétez pas. Le problème, c'est pas tellement le tag pris individuellement.
Le problème, c'est l'empilement des tags. Et c'est même pire parce que quand on vous dit, bah oui, c'est non bloquant, donc effectivement, on va potentiellement tous les lancer en même temps. Ils vont tous se charger plus ou moins en parallèle, mais par contre, quand ils ont fini, ils vont tous s'exécuter. Alors là, on va se retrouver effectivement dans une situation de blocage. Donc encore une fois, le mythe du asynchrone non bloquant, pour moi, c'est vraiment un mythe. Et ça n'est vrai que si c'est pris individuellement. Et en fait, on est rarement dans cette situation-là. On a souvent des dizaines et des dizaines de requêtes JavaScript qui vont partir parce qu'on a mis des third parties. Et puis, pardon. Même differ, ça vous sauvera pas. Ça vous sauvera pas si c'est pas parce que vous avez mis differ dans vos tags que d'un coup vous serez sauvé, vous serez plus jamais, vous aurez aucun impact. Il faut aller beaucoup plus loin dans l'étude des third parties pour se prémunir de l'effet de l'impact de ces third parties. Là, un pauvre script d'une vingtaine d'octets, donc qui passe complètement sous les radars en termes de taille de JavaScript, peut planter votre site. Et en fait, on a eu un cas similaire chez un client où on avait dans un TMS un container qui faisait pas grand-chose, enfin un container avec un tag qui faisait pas grand-chose, pas de l'ordre de la boucle infinie, mais qui bloquait vraiment, qui toutes les 50 millisecondes faisait quelque chose et qui pourrissait l'expérience utilisateur particulièrement sur Android. Et le jour où on a fait sauter ce script-là, ce morceau de third party, l'impact sur le first input delay a été immédiat et plus important encore, l'impact sur la conversion a été incroyable. C'était la veille des soldes de l'année dernière. Si je reviens à mon Filmstrip, si les third parties ont un impact sur toutes ces métriques-là, donc du coup c'est important de les suivre toutes. Hein. Et donc on peut pas on peut pas se contenter de suivre qu'une seule métrique. Et ça, il faut avoir des bons outils. Là, c'est une capture d'un outil qui s'appelle SpeedCurve, mais retenez bien que vous pouvez pas vous contenter de suivre juste le poids du JavaScript. Parce que voilà, l'exemple d'avant montre que c'est pas parce qu'on a 20 octets supplémentaires qu'il peut ne pas y avoir d'impact. Si vous suivez que le speed index, pareil, peut-être qu'un third party va vous pourrir le CPU du navigateur et qu'une partie de vos utilisateurs pourront tout simplement pas cliquer. Puis si vous suivez juste le temps total d'exécution, peut-être que c'est pas forcément une métrique importante, enfin une métrique sur laquelle vous allez voir apparaître des problèmes. Donc, il faut vraiment un outil de monitoring qui soit capable de suivre l'ensemble de ces métriques. Et puis, il faut vous construire les dashboards qui vont bien pour suivre le poids du JavaScript, bien évidemment, mais aussi le temps total d'exécution et puis le temps bloquant d'exécution, la proportion de longues tasks JavaScript dans ce temps total d'exécution et qui là va pointer les vrais problèmes, les vrais blocages potentiels apportés par ces third parties. Donc c'est assez compliqué de mettre en place ces outils. Ça demande un peu d'investissement, mais ça vaut vraiment le coup si on veut travailler sur les third parties. Après, il y a des outils de diagnostic qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Dans les outils de diagnostic, bien évidemment, le plus connu, c'est Lighthouse. Donc, il y a trois items principaux. Il y en a plein dans l'audit Lighthouse, mais sur cette partie JavaScript et third parties, moi j'en ai noté trois. Il y a réduire le temps d'exécution JavaScript, où là on a la possibilité de sélectionner est-ce que je veux voir afficher les ressources third parties. On a le deuxième qui est les network payload, là aussi parce que des third parties, c'est pas que du JavaScript, c'est aussi ça peut emmener avec elle des CSS, des fontes, etc., des images. Et si ce fournisseur-là n'a pas fait son travail de modification ou de compression d'image, on peut se retrouver avec des choses importantes à télécharger qui vont bloquer la bande passante. Et donc, il faut faire cet audit-là.
Et puis, ça, c'est plutôt les long tasks. Donc là, ça liste là aussi les scripts qui vont impacter, qui vont avoir le plus de long tasks. Et donc ça, c'est des points qui sont assez importants. Là, on en a pas énormément parce que c'est plutôt des scripts internes sur cette image. Mais voilà, il y en a un qui apparaît et qu'on peut se dire, tiens, il faudrait que je le traite. Là, il se trouve que c'est un first party qui est le plus en cause. Le deuxième outil que vous connaissez tous, c'est les Chrome DevTools. Et là, il faut aller dans le dur. Il faut ouvrir ce truc-là qui est un peu, qui peut paraître rebutant, mais qui permet quand même de trouver assez facilement au moins les longues tasks. Donc, les petits points rouges que vous voyez en haut là de cette timeline.js, c'est des longues tasks. Elles sont signifiées aussi dans le flame chart qui est en dessous. Donc on est capable ensuite de voir qui est le mauvais acteur dans le chargement de la page. On peut aussi avoir une vue un peu plus simplifiée pour pointer du doigt qui est responsable de quoi sur cette timeline.js dans l'onglet button-up de la performance là, de l'onglet perf. On peut classer par domaine. Par défaut, je crois que c'est classé, je sais plus par défaut par quoi c'est classé, mais du coup on peut voir par domaine et donc on peut assez facilement se dire, ah tiens, le ad safe protected blablabla là, il compte pour 10% de la perf JS sur mon site, ça pose problème, je veux que personne dépasse les 1%. Donc ça, c'est des outils qui sont assez facilement utilisables pour détecter des mauvais acteurs. Il y a un outil que j'aime bien aussi, c'est Yellow Lab Tools, alors, qui est fait par un gars qui s'appelle Gaël Mété, qui est un très bon consultant WebPerf et qu'on sponsorise. Donc cet outil-là, il vous donne, il y a quelques règles que j'aime bien et qui vont essayer de pointer du doigt la mauvaise utilisation de JavaScript. Notamment, ce que j'aime bien, c'est que ça va vous dire attention, il y a des bottlenecks dans le scroll, c'est-à-dire que quand vous allez scroller, le framerate va chuter. Et vous allez avoir une expérience utilisateur qui est pas terrible parce que vous avez tel JavaScript qui s'est attaché à l'événement on scroll et qu'il n'a pas été fait, il n'a pas été debouncé ou quoi que ce soit. Donc ça va pointer ce genre de choses. La difficulté là dans l'utilisation de cet outil, c'est de pouvoir tester, de bien séparer chaque contributeur à ces scroll bottleneck ou à ce bad JavaScript, parce que tout le monde peut contribuer à ce truc-là. Et là, dans l'outil, on fait pas la différence. Donc l'idée, c'est peut-être de faire des versions différentes avec que un third parties, que les first parties, etc. Et puis il y a aussi la timeline JS simplifiée, où là on voit un peu en termes de ce que j'aime bien dans cette timeline, c'est les events au cours du chargement de la page, et puis le CPU on voit le CPU qui augmente et en fonction de ces events, et on voit bien par exemple qu'il y a plein de scripts qui vont se lancer au DCL, donc c'est le fameux DOM ready qu'on utilise depuis longtemps, mais qui est vraiment en fait un DOM content loaded. Et là, on voit bien que voilà, il y a une majorité de scripts qui s'exécutent au DOM content loaded et que c'est ça qui potentiellement peut bloquer la page. Donc l'idée, c'est sur tout le chargement de la page, c'est de lisser cette courbe de CPU et donc de décaler un certain nombre de chargements après le DCL, ça peut être après le onload, voire encore après le onload. Alors, dompter les third parties. Donc, vous aurez peut-être compris que gérer des third parties, c'est même si c'est dans les mains du métier, c'est de l'IT. Donc, faut vraiment être
être rigoureux, il faut leur apporter de la rigueur. C'est-à-dire que faut, si le métier veut faire de l'IT, très bien, mais il faut les aider à faire de l'IT proprement. Donc, faut vraiment retrousser ses manches et puis aller les voir. Donc, la première chose à faire en termes d'organisation, c'est de faire des choses conjointement. Donc, il faut impliquer tout le monde. Il faut que les techs, les gens du métier, tous les gens du métier, de la FID, etc., de la régie pub, soient dans la même pièce et partagent les mêmes indicateurs et les mêmes objectifs. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc il faut mesurer, il faut montrer l'impact web perf de ce que chacun fait et il faut partager ça. Et puis éventuellement, c'est améliorer sa propre vélocité en tant que delivery IT. Si vous êtes capable de déployer du code tous les jours, je peux vous assurer que le métier viendra plus faire du shadow IT à tout bout de champ dans votre dos. Donc c'est un point important. Être agile permet aussi d'avoir un impact sur la perf. Ensuite, il y a des parties plus pénibles, mais qui sont plus orientées métier. Donc, je ne vais pas trop en parler, mais il faut qu'ils fassent le ménage dans leur tag manager système. Il faut que globalement, ça soit clair pour eux. Il faut qu'on puisse faire l'inventaire de tous ces third parties, les nettoyer vraiment, parce qu'il y a une bonne partie des third parties qui en général ne servent pas à grand chose ou ne servent plus, on ne sait plus pourquoi elles sont là. Donc là, il y a un gros travail de nettoyage que vous pouvez peut-être potentiellement aider à faire, notamment parce que il y a le code JavaScript qui se trouve là-dedans, des fois est difficile à comprendre. Donc un expert JS, un expert front peut aider le marketing à comprendre ce qui se passe. L'idée, c'est quand même de mesurer dans une situation donnée. On part d'une situation donnée dans laquelle il y a des third parties. L'idée, c'est quand même d'essayer d'évaluer la contribution de chacun de ces third parties à la dégradation de perf. Alors c'est compliqué parce que on va, comme vous l'avez vu, c'est l'accumulation qui fait que on peut avoir des mauvaises perfs, mais pas obligé. Ce qu'il faut, c'est essayer de les isoler et puis de trouver les mauvais élèves. Alors, on en trouve quelques-uns en faisant cette méthode. Donc là on va par exemple scripter WebPage Test. On va bloquer un third parties et puis on va voir l'impact que ça a sur les métriques type Start Render, Speed Index, Time to Interactive, FID. Et puis, si on voit que l'impact est élevé de l'ordre de 10%, là, on tient déjà un mauvais élève. En dessous de 5-10%, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est la marge d'erreur du test. Mais bon, voilà, ça permet de pointer du doigt les quelques-uns qui sont dans la place et qu'il faudrait virer le plus rapidement possible. Ou en tout cas, qu'il faudrait challenger le plus rapidement possible. Et l'idéal vraiment, c'est de croiser ces mesures avec des mesures business. Et donc là, l'idée, c'est de faire du test A/B avec et sans le tag et voir est-ce que l'impact de la perf peut se justifier en termes de business. Si je perds 200 millisecondes, mais que je fais gagner 1%, 2%, 3% en plus de CA, bon ben voilà, ça se mesure. Ensuite, il faut vraiment valider vraiment chaque tag. Et là, c'est un vrai, comment dire, il y a un vrai travail complet à faire d'audit technique sur chaque tag. Donc, il faut vraiment rentrer dedans. Faut checker qu'est-ce qui se passe lors du chargement, de l'exécution. Faut tester sur desktop, sur mobile, sur des mobiles moyenne gamme et pas que sur des iPhone 12. Faut vraiment essayer d'avoir la vision la plus complète de ce que va avoir comme impact votre nouveau tag. Et puis, il faut surtout pas se fier à ce que vous disent les fournisseurs de tags, parce que en général, ils vous disent on est asynchrone no bloquant, et puis on répond rapidement. Enfin, on voit que, bien évidemment, ça ne suffit pas. Donc, il faut faire vraiment vos propres mesures et votre propre audit.
Je ne vais pas rentrer dans le détail de toute la liste. Quand on mettra à disposition le PDF, vous pourrez retrouver un peu le contenu. Un point important, c'est que il faut aussi surveiller la production parce que ok, on fait on met en place des choses, donc c'est un peu un cycle de développement, mais en termes de production, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, là aussi, il faut se poser la question. Par exemple, chez Rue du Commerce, ils ont un système qui est très sympathique, qui interdit les mises en prod après, alors 16h ou 18h, je ne sais plus. Alors ça, c'est assez simple, c'est qu'ils ont fait une synchro entre des fournisseurs il me semble que c'est Taco, je crois, et puis le script qui est auto-hébergé chez eux. Et puis, cette synchro, elle arrête à 18h. Donc, même si en tant que métier, vous allez modifier votre tag commander, de toute façon, il ne sera pas mis en place avant le lendemain. Et donc, ça permet d'être sûr qu'il n'y ait pas de mise en prod au moment où il y a personne. Ça permet aussi de limiter les mises en prod au jour de la semaine où on est sûr que derrière, il y a pas 2 jours où il n'y a personne. Ça permet aussi de faire des rollbacks par n'importe qui et puis facilement. Donc, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Il faut aussi potentiellement prévoir des systèmes où on peut tester sur des pages données avec des paramètres, etc., pour voir en live et pas seulement en laboratoire. Un autre outil qu'on peut explorer aussi, que peu utilisent, c'est les Content Security Policy Headers, qui sont très puissants, qui permettent de vraiment limiter ce que font les third parties sur votre site, et notamment pour limiter les force parties. On peut imaginer de mettre une liste blanche de third parties que vous avez identifiées dans ces Content Security Policy, et puis limiter le chargement de contenu à seulement ces third parties. Parce que comme vous voyez sur ce request map, les third parties, c'est pas seulement des third parties, c'est aussi des first parties et plus. C'est-à-dire que vous allez charger un JavaScript depuis un acteur, et puis lui, ils vont aller en charger, puis ils vont aller en charger tous les uns à la suite des autres, ils vont enchaîner comme ça, et vous perdez la maîtrise encore plus la maîtrise de ce que vous chargez. Donc, ces headers Content Security Policy permettent d'avoir un peu plus de maîtrise. Et puis, si vous avez peur de casser quelque chose, sachez qu'il y a une version report qui permet d'abord d'auditer un peu ce qui est fait sur votre site avant de mettre en place cette policy. En termes de chargement, l'idée, c'est vraiment de charger au bon moment. Prenons l'exemple du chat client. Un chat client, ça n'a pas besoin d'être chargé au tout début. Il faut déjà que le client, l'internaute, il ait déjà au moins vu le contenu avant de se dire, tiens, je vais poser une question à quelqu'un. En fait, en vrai, la majorité des tags peuvent être chargés à la fin, au onload, voire plus loin que le onload. Ce qui est important, c'est d'essayer de séparer les containers par ordre de priorité, et puis de les espacer. Et d'essayer vraiment de déterminer à quel moment on peut les lancer. Et donc là, c'est assez facile à faire, hein. On a mis ça en place chez Rue du Commerce pour faire des tests. On a mis en place du queuing, c'est-à-dire qu'on met pour chaque tag, on fait un wrapper sur la fonction, on pousse dans une queue égale un tableau avec à 2 entrées, quoi, hein, globalement. Et puis, quand ça charge, là, on a mis un paramètre dans l'URL qui s'appelle tc timeout égale 10 000. Ça veut dire que le container priorité 2, il va se charger, et puis 10 secondes après, le container priorité 3, il va se charger. Alors, bien évidemment, c'est complètement irréaliste et c'est pour la démo. Mais voilà, on peut essayer d'espacer un peu le chargement de ces third parties, ces containers. Un peu, si vous vous souvenez, la timeline.js de Yellow Lab Tools, ça permet un peu d'étaler le fonctionnement, le CPU du navigateur, et de ne pas bloquer les internautes. En termes d'implémentation, il y a plein de questions à se poser, il y a plein de choses à faire. Il y a notamment
Donc c'est bête, hein, mais très souvent, on a mis en place un tag et on l'a mis en place il y a 4 ans, mais en 4 ans, les équipes du provider, elles ont eu le temps de travailler elles aussi et donc d'améliorer leur tag, la version de leur tag, mais aussi la façon de les implémenter. Donc il y a vraiment 2 choses à faire, c'est que pour chaque tag, il faut voir si on dispose de la dernière version et puis checker les docs si on a la dernière implémentation. Très souvent aussi, il y a de la redondance dans les librairies qui sont embarquées par ces tags. Donc, il faut leur demander, est-ce que je peux avoir une version où j'ai pas Moment.js ou jQuery ou je sais pas quoi, parce que parce que je les ai déjà dans mon code par ailleurs. Checker aussi s'il y a une version de prod ou de dev. Est-ce que pourquoi je vois des fois des versions avec des modes debug et d'un coup, tiens, j'ai un pack qui fait plusieurs centaines de kilooctets. Il faut checker aussi avec eux si l'auto-hébergement est possible. On y revient juste après. Et puis, potentiellement aussi, là, c'est là où peut-être vous aurez le plus d'impact, c'est est-ce qu'il y a possibilité de faire une version serveur, c'est-à-dire que c'est le serveur et plus le navigateur qui va faire l'appel et qui va reconstruire la page. Et donc, on est en dehors des métriques sur lesquelles le third parties a eu un impact. On se trouve au niveau du TTFB, mais avec des temps de réponse sur le backbone qui n'ont rien à voir. Et donc, la version serveur plus API est toujours beaucoup moins d'impact que la version front, bien sûr. Donc, pas tous n'ont des versions serveurs, mais certains en ont, donc ça vaut le coup de leur poser la question. Faut charger que ce qui est nécessaire. Alors ça, c'est un classique, mais vraiment dissocier affichage et interaction, c'est vraiment le B à bas, je dirais. L'idée, c'est quand vous avez un like de Facebook, un bouton like de Facebook, avant que quelqu'un clique, ça sert à rien d'avoir chargé tout le code Facebook. Donc, par contre, quand la souris s'approche de ce bouton, là, oui, on peut commencer à charger quelque chose. Pareil pour les players YouTube. Là, sur la home de Rue du Commerce, on charge un player YouTube de quelques 500 kilooctets, alors qu'il suffirait d'afficher la vignette, un triangle pour dire tu peux cliquer dessus parce que c'est une vidéo, et puis basta, on vient d'économiser 500 kilos de chargement et de parsing de JavaScript. Voilà, donc on peut aussi mettre des préconnects et des prefetch, donc tout ce qui est classifié sous la bannière ressource int. Mais attention, il y a des pièges. Ça ne sert à rien de faire du preload de fontes si elles ne sont pas bloquantes pour le start render. En gros, aujourd'hui, il y a des attributs display swap ou display optional qui permet de rendre ces fontes non bloquantes. Donc, il n'y a pas forcément besoin de les préloader parce que pour le coup, elles vont bloquer, enfin, elles vont être non bloquées non bloquantes en préload, mais elles vont manger de la bande passante pour rien. Donc, attention à ce qu'on fait quand on utilise ces préloads, préconnect et prefetch. En général, préconnect et prefetch ont assez peu d'impact de toute façon sur le chargement. Un mot de détail sur le self-hosting. Donc moi, je recommande fortement le self-hosting, donc l'auto-hébergement, le fait de mettre les tags des fournisseurs sur votre propre nom de domaine. Ça ne veut pas dire qu'ils soient hébergés en vrai sur votre nom de domaine. Ça peut être un proxy, ça peut être un CDN, ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, l'idée, c'est de profiter de la connexion qui a été établie, particulièrement si ces third parties sont dans le head, c'est de profiter de la connexion qui a été établie en HTTP2 pour servir ces third parties. Parce qu'une connexion en HTTP aujourd'hui, une connexion supplémentaire, c'est forcément du HTTPS, donc ça veut dire trois items de connexion TCP, TLS, DNS qu'il faut se taper, et donc ça ralentit fortement. Ça donne aussi la possibilité de cacher, et de cacher mieux que ce que ne ferait peut-être le fournisseur de tags, ou de cacher plus longtemps. Ça permet aussi de maîtriser les cookies qui sont potentiellement envoyés, et puis ça permet aussi de maîtriser les maps. C'est-à-dire que si vous avez un cache mais qui se met pas à jour, un proxy cache qui se met pas à jour après 18 heures, vous êtes tranquille. C'est vous qui déclenchez la mise à jour, vous êtes tranquille, c'est vous qui maîtrisez le process de map. Alors attention, parce qu'il y a des gens qui font des bêtises là aussi. De toute façon, la webperf, c'est souvent ça, hein. On a des bonnes pratiques, mais on peut vite tomber dans l'anti-pattern. Donc là, c'est sur un site dans lequel on a voulu auto-héberger Tag Commander.
mais il se trouve que ce qu'on fait pas bien, c'est qu'on pense qu'on a auto-hébergé Tag Commander, mais en fait pas vrai. On a juste masqué au navigateur le fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'il aille chercher le script sur CDN Tag Commander. Et donc, ça, c'est pas terrible parce que non seulement on n'est pas auto-hébergé, mais en plus, on a masqué cette ressource qui était hyper importante, puisqu'en plus, elle est en asynchrone false, qui était cette ressource qui est hyper importante. On l'a masqué au navigateur, donc on lui fait découvrir le plus tard possible. Donc, pas un bon truc de faire ce genre de faire ce genre de manip. Il vaut mieux avoir un slash tagcommander.js qui contient réellement le tag. Conclusion. Avoir un site rapide sans third parties, c'est la base. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les conclusions de l'étude, on s'est dit, ben oui, si vous avez déjà un site lent, ça ne sert à rien de rajouter des third parties. Donc, la première chose à faire, c'est avoir un site rapide sans third parties. Ça semble évident, mais c'est quand même bon de le rappeler. La deuxième chose, c'est que c'est vraiment un travail qui associe toutes les équipes. Donc, il va falloir trouver un terrain d'entente entre métier et IT et partager des choses, des indicateurs, des objectifs, des dashboards pour avancer ensemble parce que chacun de votre côté, vous n'y arriverez pas seul. Il faut bien sûr de l'outillage pour monitorer et auditer ces third parties. Il faut un process de validation de chaque third parties, et ça c'est important que les gens l'acceptent. C'est-à-dire que on ne peut pas ajouter n'importe quoi, n'importe comment sur du code qui va partir en prod, de la même façon que les équipes de dev ont des processus de mise en prod, des environnements de staging, des tests, etc. Eh bien, ces third parties qui représentent du code doivent suivre un minimum de process et au minimum un process de validation. Et puis bien sûr, faut vraiment une implémentation aux petits oignons, c'est-à-dire vraiment avoir le top du top en termes d'implème, A5, etc. Enfin, A5 differ, même différer encore plus loin le changement. Voilà, donc c'est un vrai, c'est un énorme travail, mais voilà, il est donc tout à fait possible d'avoir des third parties propres et qui n'impactent pas la perf de votre site. Alors, désolé, j'étais un peu plus long que prévu. Et encore, je n'ai pas tout montré. Merci Stéphane. Alors, je voulais montrer ça. Est-ce que vous voyez mon écran? J'ai sur le GitHub, sur mon GitHub, j'ai mis des exemples de queuing, donc où on peut voir un peu comment faire dans l'appel de Tag Commander. Enfin, ça c'est la procédure, mais comment on peut faire pour appeler voilà, cette priority queue et puis comment on la définit, ça peut être utile pour certains s'ils veulent essayer de l'implémenter. J'ai mis aussi un service worker parce que on n'a pas parlé j'ai pas eu le temps d'aller très dans le détail sur la façon de mettre en place des timeouts sur les third parties, mais sachez qu'il y a plein de moyens de le faire et notamment il y a du service worker et je vous ai mis un peu le code Bootstrap pour mettre en place du timeout sur des third parties. Voilà. Super, merci Stéphane. On a eu quelques questions pendant la présentation. Donc, je te propose qu'on commence à les sélectionner et puis c'est parti. Alors, première question de Thierry. À quel point peut-on vraiment agir sur certains tags classiques comme Facebook ou Google Analytics? On n'a pas beaucoup pour le coup, on n'a pas beaucoup de latitude. En fait, comme on n'a pas beaucoup de latitude, c'est pas vous qui allez faire bouger Facebook ou Google Analytics, ça c'est évident. Mais par contre, vous avez la maîtrise sur l'implémentation.
vous avez la maîtrise sur l'implémentation, c'est-à-dire le code que vous allez mettre sur votre site pour appeler ce tag. Donc, vous avez la maîtrise sur cette implémentation et le moment où vous allez l'appeler. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. C'est-à-dire que il y a une bonne partie des tags qui ne sert à rien d'appeler, quoi. Enfin, ou en tout cas, je ne sais pas moi, l'exemple du player YouTube. C'est pas parce que si vous mettez bêtement le embed.js de YouTube, vous allez avoir un mégaoctet de code et c'est pas ça que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est juste montrer qu'il y a une vidéo qui est potentiellement jouable sur votre site et il vaut mieux charger ce code-là ensuite. Donc ça, vous n'aurez pas la main sur le code en lui-même de YouTube, de Google Analytics ou de quoi que ce soit. Mais ce truc-là, ce pattern-là vaut pour tous, hein. C'est-à-dire que même pour votre code, quand vous avez un slider, on a tendance à charger tout le slider, toutes les images et tout le JS qui va avec, alors que pourquoi? Enfin, on peut déjà commencer par charger une image sans JavaScript, et puis on a l'effet est le même, en tout cas au départ, et puis après différer le changement du JavaScript qui va faire tourner, et puis différer les images qui vont arriver derrière. Donc, c'est un pattern qu'on voit tout le temps en WordPerf. Merci Stéphane. La deuxième question de votre série, c'était comment prendre en compte la localisation, la géographie des utilisateurs dans l'analyse, d'où l'utilisateur accède au site. Ouais, là, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a les outils tels que SpeedCurve, WebPageTest, etc. permettent de faire des tests depuis certaines localisations. Donc, voilà, tout simplement. Et ça, mais là, je ne crois pas que la localisation ait beaucoup d'impact sur la WebPerf. Je pense que c'est plus le type de device qui aura plus d'impact que la localisation. Merci. On a une question de Louis qui nous demande tu donnerais quant à l'utilisation des differs et A5 sur le tag d'inclusion de GTM. Sur le tag principal de GTM, on peut le mettre en diffère, il n'y a aucun problème. Nous, on le fait tout le temps. Enfin, nous, par défaut, tous les sites Fasterize, ils ont GTM en diffère. Enfin, ou GTM ou Talco, sauf ceux qu'on a, sauf pour les sites pour lesquels ils ont plusieurs containers. Et auquel cas on peut cibler le container qu'on va mettre en diffère, parce qu'il y en a peut-être un qu'on veut pas mettre en diffère, mais la majeure partie on peut le mettre en diffère. Abdelkadir nous demande si c'est une bonne pratique de mettre en cache des fichiers sort parties. Ouais, carrément. C'est une bonne pratique et c'est les gens des third parties, les fournisseurs de third parties, certains ont des pratiques un peu pas terribles pour faire du cache busting. Donc on va se retrouver avec des paramètres d'URL qui changent toutes les minutes. Bon, super. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir le dernier GTM à la minute près? Je ne crois pas. Donc, non, il faut faire attention à ces trucs de cache busting et puis il faut mettre en cache et mettre en cache chez soi pour être sûr de maîtriser la mise en cache. Ça marche. On a une question de Margot qui demande comment valider un sort parties avant son intégration, par exemple si on hésite entre deux solutions concurrentes. Alors, ça demande du travail. En tout cas, le premier message, c'est ne vous fiez pas à ce que vous raconte le provider. Le provider, il va vous dire mon script, je prends deux solutions de test AB, mon script qui fait 40 kilooctets, voilà. Sauf que la solution de test AB en elle-même, c'est pas ça qui pose problème. C'est comment on va l'utiliser, comment on va mettre un nombre incroyable de tests AB à l'intérieur. Donc, ça n'est pas donc, vous pouvez, ce qu'il faut, c'est valider d'un point de vue perf avec et sans chacun de ces tags-là. Et il faut faire, vous, les mesures. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même avancer suffisamment avec les deux acteurs pour
valider pour travailler sur l'intégration de ces solutions avant même de les avoir choisies. Donc, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, s'ils sont en concurrence, ils savent faire un peu d'effort pour vous proposer d'intégrer un truc minimal qui vous permet de faire des tests de performance. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de tester avec la solution 1, avec la solution 2, dans le cas nominal, c'est-à-dire où il n'y a quasiment rien, et puis idéalement avec du vrai contenu, quoi. Et il nous reste une qu'on avait eu hier de Stéphane par rapport au RGPD, je ne sais pas si tu te souviens. Comment identifier les données transitant par les third parties en vue de provisionner le dossier à transmettre à un DPO? Il faut savoir s'avouer ignorant. Ce que je peux dire, c'est on peut identifier les third parties. Donc, il y a des moyens d'identifier les third parties. Et normalement, chaque third parties qui est sur votre site, vous devriez avoir un contrat. Et comme la RGPD est passée par là il y a 2 ans, vous devriez avoir une charte de protection des données qui soit attachée à ces contrats. En tout cas, soit ça a été mis à jour, soit si ça ne l'est pas, ben, c'est à vous de le demander. Mais en tout cas, il faut lister, donc c'est plutôt dans la partie inventaire, il faut lister tous les gens, tous les third parties qui sont sur votre site, et il faut rajouter une colonne RGPD et dire, OK, est-ce que j'ai la déclaration de quelles données il reçoit de mon site, et que je puisse ensuite agréger tout ça. Donc je sais pas. En tout cas, il n'y a pas de moyen. Je pense pas là tout de suite à un moyen automatique d'identifier ces données qui partent. Oui, donc le plus simple, c'est de demander directement aux third parties. Ouais, les third parties, ils ont ils sont en général cookies third parties, donc ils se baladent déjà pas avec vos cookies. Ça dépend. Il y en a maintenant, vous savez, il y a les histoires de cinéma là où on met des faux noms de domaine sur les noms de domaine principaux pour justement être plus catalogué en third parties. Bref, essayez à voir avec chaque third party. Merci Stéphane. C'était la dernière question. Si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours nous contacter directement. Si vous avez des questions aussi également sur notre solution, vous pouvez envoyer vos emails à info@fastorize.com. Je vous mets dans le chat en même temps. Je vous enverrai le replay après la présentation, donc sans doute cet après-midi. Et on vous remercie encore d'avoir participé à cette session. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. Oui. Je voulais mettre le GitHub là, avec notamment le timeout via Service Worker. Mathieu qui demande si on peut avoir les slides. On va pouvoir les mettre dans l'email avec le replay, je pense, Stéphane. Ça doit de partager tes slides. Oui, non, en plus, il y a plus de. Je suis malheureusement contraint par le temps et donc il y a beaucoup plus de. On aurait pu en faire encore une deuxième session, encore plus détaillée sur la partie technique. Ce sera l'occasion d'une prochaine session, peut-être. Merci beaucoup à tous et un bon appétit et une bonne fin de journée. Ouais. Au revoir. Merci, ciao Guillaume. Salut Fabien. Salut, merci à tous d'avoir participé.